Gap est un établissement public, industriel et commercial. Notre métier est faire de la mutualisation des achats au profit d'à peu près 20 000 clients publics, de divers, des petites communes jusqu'aux grands ministères en passant par les hôpitaux. Nous devons être un vecteur d'accès facilitateur des opérateurs économiques nationaux et notamment des plus petits, les PME. Donc se faire connaître auprès des titulaires des marchés pour envisager des voies de collaboration. C'est pas parce que vous avez gagné un marché UGAP que vous avez gagné à l'euro-million. Bonjour à tous et bienvenue dans Objectif Marché Public, le podcast qui fait tomber les barrières entre entreprises et acheteurs publics. Être à l'UGAP. Beaucoup d'entreprises voient ça comme un raccourci pour atteindre le marché public. Mais ce qui est frappant, c'est l'ambivalence que ça provoque chez les PME et les ETI. J'entends souvent, si on était à l'UGAP, ce serait plus simple. On éviterait les appels d'offres, on aurait un accès direct aux acheteurs publics. Et en même temps, c'est un sujet qui reste très mal compris. Peu d'entreprises comprennent comment ça fonctionne. Elles ont l'impression que c'est fermé, elles ont l'impression que c'est toujours les mêmes qui gagnent. Et parfois, même celles qui y arrivent découvrent une réalité différente. Le chiffre d'affaires n'est pas forcément au rendez-vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'UGAP, c'est pas simplement répondre à un marché, c'est un système. Et pour en tirer pleinement parti, il faut construire une stratégie commerciale autour de ce référencement. Et c'est justement ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui avec Jérôme Thomas, directeur général adjoint de l'UGAP. Bonjour Jérôme. Bonjour Jessica, merci pour l'invitation. Moi, je suis ravie de vous avoir avec nous. Ce que je vous propose, c'est qu'on rentre directement dans les sujets un peu techniques pour comprendre ce que c'est que l'UGAP. Comme ça, on va pouvoir mettre ce point-là derrière nous. Et donc, en tant que centrale d'achat publique nationale, quelles sont les missions de l'UGAP? l'UGAP est un établissement public industriel et commercial, c'est-à-dire que notre modèle fait qu'on n'a pas vocation à faire des bénéfices. Centrale d'achat, ça veut dire que notre métier est faire de la mutualisation des achats au profit d'à peu près 20 000 clients publics, de divers, des petites communes jusqu'aux grands ministères en passant par les hôpitaux. C'est un élément de réduction de coûts, puisque à la fois pour les clients, ils sont dispensés de faire un appel d'offres. Quand ils passent par l'UGAP, ils sont présumés avoir respecté l'appel d'offres. Et évidemment pour les opérateurs économiques, les entreprises qui, quand elles sont titulaires du marché UGAP, n'ont pas à répondre à des appels d'offres partout sur le territoire. Donc c'est un élément de simplification en amont pour le tissu industriel et en aval pour les clients. C'est notre métier, c'est d'être un rôle de tiers de confiance entre les acheteurs publics et les fournisseurs. Et en transparence, notre modèle est un modèle commercial, c'est-à-dire que nous faisons les achats auprès de nos fournisseurs sur les contrats que nous avons avec eux. Nous faisons la vente auprès de nos clients publics et nous nous finançons à travers une marge commerciale qui permet à l'établissement de faire financer, d'assurer son financement, la rémunération de ses 1600 collaborateurs et tout ça dans l'optique d'un établissement public, c'est-à-dire que on n'a pas de stock option et on n'est pas là pour surperformer financièrement puisqu'on n'a pas d'actionnaire. Notre actionnariat, c'est le service public. D'accord, c'est très clair. En fait, je trouve que c'était ça, moi, qui me semblait important pour démarrer. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas un facilitateur administratif. Vous êtes un vrai outil de mutualisation des achats, de simplification aussi de l'achat pour les acheteurs publics qui auraient pas forcément des acheteurs formés sur toutes les catégories de produits en interne. Et du coup, ça leur permet d'accéder directement à des marchés qui sont correctement structurés par des spécialistes sur l'intégralité de la gamme de leurs achats. Clairement, on n'a pas, si vous le permettez, on n'a pas Bien vocation à sûr. se substituer totalement à tous les acheteurs publics. Simplement, il y a des achats très spécialisés pour lesquels certaines collectivités n'ont pas l'expertise, hein, vous le savez. Pour faire de l'achat public, il faut être expert juridique, mais pas que, loin de là. Il faut bien connaître les amont industriels. Et puis, 6,5 milliards d'activités l'année dernière, ça veut dire qu'on a un vrai poids dans la puissance publique et que, pour le coup, on a cet effet de mutualisation et de massification qui permet quand même de rendre très, très performant l'achat public. Tous les marchés que vous couvrez aujourd'hui à l'UGAP sont accessibles assez facilement sur le site. Du coup, ce qui m'intéressait, c'était de parler peut-être à la marge, hein, mais des marchés que vous ne couvrez pas, qui sont un peu moins connus du coup, et des raisons pour lesquelles vous ne les couvrez pas aujourd'hui. Oui, notre métier, c'est d'être l'approvisionnaire des organismes publics sur leurs besoins les plus récurrents, les plus courts.
Il y a évidemment quelques familles d'achats qu'on n'opère pas pour des raisons à la fois historiques et puis aussi juridiques. Typiquement, par exemple, on ne fait pas de médicaments, parce que c'est des achats de produits qui nécessitent, des homologations, des certifications et qu'on a des confrères des centrales d'achat hospitalières qui sont plus spécialisés sur le sujet. On fait pas de BTP non plus et pourtant c'est un élément important de l'investissement dans les territoires. Ah bah, vous le savez pourquoi on fait pas de BTP? Historiquement, on le faisait pas parce qu'il y avait la loi MOP et cetera, mais en fait, on a constaté que le BTP, c'était quand même beaucoup d'entreprises locales et qu'il valait mieux effectivement que pour que la commande publique bénéficie, vraiment aux entreprises locales, ça soit des appels d'offres locaux, pilotés par les territoires. Et puis on ne fait pas d'alimentaire non plus, là encore parce que, voilà, les achats pour les cantines dans les collèges, tout ça, c'est pas mal que ça soit en circuit court auprès d'opérateurs locaux et c'est à peu près et on fait pas d'armement non plus. Pas pour des raisons, d'éthique, c'est simplement qu'il y a la DGA, c'est des marchés très très réglementés, avec des règles de sécurité, d'habilitation. Donc on travaille beaucoup avec le ministère des Armées, avec le ministère de l'Intérieur. On va faire la voiture, on va faire le casque de pompier, mais pas forcément, l'armement. Non, mais c'est très clair. Donc là, déjà, aujourd'hui, ça veut dire pour les entreprises qui nous écoutent que pour tout le reste, il Ah y oui, a clairement. probablement Ouais, un marché à l'UGAP je vous le qui permet de confirme. couvrir cette catégorie de produits, quoi. Dernier point pour bien comprendre comment ça fonctionne, vous opérez sous plusieurs modèles, achat-revente, référencement. Qu'est-ce que ça va changer concrètement pour les entreprises? Juste vraiment là, pour qu'on sorte un peu de cette bulle d'incompréhension qu'il peut y avoir. Très rapidement, notre modèle massif, préférentiel et quasiment, systématique, c'est l'achat-revente. C'est-à-dire que, une entreprise, une PME est titulaire d'un marché UGAP, elle a gagné le marché, elle peut l'exécuter pendant 4 ans sur tout le territoire national et les outre-mer et ce marché, il y a des commandes de nos clients, on passe des ordres d'achat auprès, de l'entreprise et l'entreprise livre ou elle livre le produit ou elle exécute le service et elle est payée par l'UGAP. Un point, elle est payée à 30 jours. Systématiquement, c'est la note décret. Je vous cache pas que moi, le délai de paiement des clients publics sont pas ceux-là. C'est un élément, puisque votre audience, c'est les PME, c'est un élément important de réassurance. Souvent, un des freins à la commande publique, c'est les délais de paiement des clients publics. Et ben nous, nous payons, nous faisons l'avance, nous assurons l'avance de trésorerie à toutes, nos opérateurs industriels, y compris les plus petits, en payant en 30 jours. Donc ça, c'est le modèle, massif, achat pour revente, modèle de grossiste. Ça représente 98% de nos activités. On a quelques marchés sur lesquels on fonctionne avec accord cadre. Alors on dit que c'est en non exécuté, c'est-à-dire qu'on met en place le marché, l'accord cadre, et après les clients finaux vont passer des subséquents pour pouvoir travailler directement avec l'entreprise qui est titulaire du marché. Ça veut dire que les paiements sont opérés directement par le client auprès de l'entreprise. Alors quelques segments, le premier c'est l'énergie, parce que vous savez que les marchés publics d'énergie sont très réglementés. Et on fait aussi quelques produits financiers comme du crédit bancaire, où là, par exemple, on a un marché avec un organisme bancaire pour faire des crédits bancaires auprès des collectivités territoriales. Nous, on met en place le marché et après, c'est, l'opérateur bancaire titulaire du marché et la collectivité territoriale qui vont négocier directement entre eux. Mais voilà, pour le coup, quand même, pour votre audience, pour les gens qui nous suivent, notre modèle, massif et le plus important, c'est le modèle achat pour revente. Et dernier élément, effectivement, vous parliez du référencement. On a des marchés dits de distribution, notamment sur l'informatique, hein, notamment notre marché multi-éditeur qui représente plus d'1 milliard de nos activités. Et bien là, effectivement, le titulaire de notre marché est un distributeur informatique et les sociétés, les éditeurs, il y en a plusieurs milliers et beaucoup de d'éditeurs français se font référencer. Ils n'ont pas besoin de répondre à un appel d'offres à l'UGAP, se faire référencer par le distributeur et tout ça pendant toute la durée du marché, hein. Vous pouvez être embarqué dès le départ, mais vous pouvez être embarqué 6 mois après. Et là, ce marché-là est une alternative puisque, ça facilite aussi l'accès à beaucoup de PME, de petites startups qui ne peuvent pas répondre à un marché UGAP, mais qui peuvent être référencés sur ce support contractuel et après travailler, toute la commande publique sur leur segment. Nous, on le voit bien, hein. On a beaucoup de clients PME françaises, enfin start-up, scale-up en fait, qui sont éditeurs de Bien sûr. logiciels et qui ont ce référencement l'UGAP. Mais du coup, ça soulève un point, hein, c'est que malgré tout, l'UGAP c'est souvent perçu comme inaccessible aux PME et
quand on regarde les chiffres, 75% de vos titulaires sont des PME et ETI. Et du coup, comment vous expliquez ce décalage? Bah, parce qu'il y a beaucoup plus de PME sur le marché français que de titulaires potentiels à l'UGAP. Ce que vous dites est Oui. très vrai. J'ai regardé les chiffres, c'est effectivement 72 de PME. Si vous élargissez aux PMI françaises, c'est plus de 90 de nos titulaires sont des PME ou des ETI françaises. Mais évidemment, il y en a plein qui sont pas référencés à l'UGAP et donc ce décalage-là, il est lié au fait que on ne peut pas référencer, donner des marchés à tous les opérateurs économiques nationaux. Ce qui ne veut pas dire pour autant que l'accès à l'UGAP est fermé. Premier élément, vous l'avez dit, les chiffres, hein, soit un peu plus de 70 de PME titulaires de nos marchés. Il y a 700 titulaires de premier rang, donc ça veut dire qu'il y a plus de 500 titulaires qui sont des PME. Il y a des marchés qui sont pas structurés pour être adressés par les PME, les grands marchés de distribution informatique, etc. L'automobile, nos marchés sont des marchés avec Stellantis, Renault, évidemment. Pour autant, il y a d'autres modalités, je crois qu'on y reviendra à l'occasion de ce podcast, il y a d'autres modalités d'accès à l'UGAP. Vous pouvez être référencé, directement titulaire d'un marché, mais vous pouvez travailler en co-traitance, en sous-traitance, être référencé dans le marché de distribution. Je regardais, pour préparer notre séquence de ce matin, l'année dernière, c'est à peu près 4 000 PME françaises qui, d'une manière directe ou indirecte, ont bénéficié de la proposition de valeur de l'UGAP. 500 sur des marchés, en propre et après le reste, à travers les différentes modalités d'intervention et de partenariat. Vous disiez tout à l'heure que l'UGAP, c'est un écosystème. Oui, c'est un écosystème dans lequel les PME peuvent trouver leur place. Il suffit d'avoir la bonne stratégie. Du coup, on peut peut-être tirer la bobine, hein. Donc en gros, ce qu'on est en train d'expliquer là, je reformule un petit peu. Ouais, ouais, ouais. C'est que du coup, il est possible, en tant que PME ou ETI, d'être titulaire, donc de Ouais, répondre en direct à un bien marché de sûr, l'UGAP. Ça, c'est parce que vous allez mettre en place des programmes qui permettent d'adapter la taille des marchés et le hein, périmètre d'action de ces marchés bien pour que sûr, les entreprises montent dessus. Mais et là, c'est ce que vous souleviez comme point. C'est pas la seule porte d'entrée, parce qu'en bien fait, là, il sûr. y a assez peu de sièges, hein. 500 sièges au total sur l'intégralité des entreprises françaises. Ça veut dire quand même qu'il y a un écrémage et c'est normal, on choisit les meilleurs, hein. Ouais, C'est ça le principe de l'achat public aussi, hein, c'est que c'est un exactement, concours, on choisit les meilleurs. Mais, voilà. Mais ça ne ferme pas la porte pour bien autant sûr. au reste du monde. Et en fait, les autres entreprises peuvent soit monter en tant que sous-traitant, soit en référencement. Donc là, sur la partie sous-traitance, peut-être ça vaudrait le coup, parce que référencement, on en a parlé avant avec les Hein, contrats un hein. peu spécifiques qui en fait permettent dès le contrat, enfin l'objet du contrat en fait, c'est d'aller chercher des distributeurs qui seront référencés sur le contrat, donc c'est même l'objet du contrat. Mais dans le cadre de la sous-traitance, comment ça fonctionne en fait? Comment est-ce que les PME peuvent profiter de cette opportunité-là? Ça, c'est une bonne question et vous l'avez vu, c'est une modalité d'accès importante. Je reviens juste, effectivement, quand on dit qu'il y a 500 entreprises PME françaises, titulaires du marché, ça relève aussi d'une vraie réflexion stratégique de l'UGAP dans sa stratégie d'achat, à travers des lotissements à la fois techniques, géographiques, à travers des marchés de systèmes d'acquisition dynamiques. C'est-à-dire que, il y a quand même, il y a des marchés, qui sont, configurés, des appels d'offres qui sont vraiment préparés pour permettre à des PME de travailler, hein, j'insiste beaucoup. Alors la sous-traitance, effectivement, premier élément, la sous-traitance, la décision de porter un sous-traitant relève exclusivement du titulaire de notre marché. Donc ça veut dire que pour des PME, quand elles voient qu'elles sont bien implantées dans une région, qu'il y a un titulaire, UGAP, du marché, il faut se rapprocher de ce titulaire pour voir dans quelles conditions la PME pourrait, apporter son concours et déployer sur telle ou telle zone géographique ou sur tel ou tel client, une proposition de valeur en complément. Donc ça, c'est le premier élément. L'UGAP a pas vocation, l'UGAP, vous l'avez vu, c'est d'ailleurs dans notre contrat d'objectif avec l'État, nous devons être un vecteur d'accès facilitateur des opérateurs économiques nationaux et notamment des plus petits, les PME, à la commande publique. Et donc on pousse à la sous-traitance quand on trouve ça justifié, mais la décision finale reste quand même du titulaire du marché qui porte le risque contractuel et économique de la réalisation de la prestation. Donc se faire connaître auprès des titulaires des marchés
pour envisager des voies de collaboration. Après, dans quelles conditions économiques tout ça se met en place? C'est important parce que vous le voyez, on a un titulaire du marché, il y a un bordereau de prix unique et ce qui permet au client de savoir à quel prix et donc il va falloir dans un mécanisme de sous-traitance faire rentrer, puisque nous n'allons pas bouger le bordereau de prix unique et donc le prix final. Donc effectivement, il faut que la collaboration économique et commerciale entre le titulaire et le sous-traitant s'organise pour permettre au sous-traitant de se rémunérer et évidemment de rémunérer correctement et on y est très attentif, la société PME qui va réaliser effectivement la prestation. Alors comment l'UGAP contrôle, vérifie, régule ce dispositif? On a depuis 5 ans maintenant, on a un chantier qu'on appelle sous-traitance responsable. Évidemment, la sous-traitance à l'UGAP est obligatoirement déclarée, hein, nous ne permettons pas à un opérateur économique d'opérer pour le compte d'un Vous autre êtes au sans que tout courant. ça est déclaré, voilà et sur la base de ces déclarations, chaque année, nous faisons une enquête annuelle et systématique auprès de l'ensemble des sous-traitants qui ont travaillé sur des contrats UGAP pour nous assurer alors on n'est pas, vous allez poser la question des cascades de marge. J'ai pas une visibilité complète sur, quels sont les niveaux de marge pratiqués par les titulaires auprès des sous-traitants. Mais en Ça, ils vous le l'occurrence, nous déclarent pas, en fait? voilà, C'est quoi? C'est ça du déclaratif et non, c'est le ça c'est sous-traitant qui déclare, les ça conditions relève commerciales? ça relève de la relation d'affaires. Par contre, on interroge systématiquement les sous-traitants, pour s'assurer que, ils ont été notamment quand il y a pas de paiement direct, parce qu'on peut faire un peu de paiement direct aussi aux sous-traitants, mais qu'ils ont été payés dans de bonnes conditions. Parce que si nous on paye à 30 jours le titulaire et qu'il paye la PME à 70 jours, il y a un sujet. Donc ils ont été payés, que les contrats ont été exécutés, de manière équilibrée, sur le plan économique. Voilà, c'est ces travaux-là qu'on fait, pour s'assurer que, d'une part, la sous-traitance soit pas inflationniste pour le client final. Ça, à travers le contrôle de nos BPU, on sait que c'est pas le cas. Mais, par ailleurs, qu'en amont, heu, on n'ait pas des grands titulaires du marché qui cannibalisent le marché et qui après se rémunèrent pas sur l'exécution des prestations, mais sur le fait de sous-traiter de manière massive les marchés à des PME, qui seraient dans une position de dépendance. Voilà, donc c'est un peu comme Complètement, ouais. ça qu'on travaille. C'est hyper important. Ben, vous le soulignez, hein, je veux dire, si on veut faire travailler beaucoup plus d'opérateurs économiques et notamment des PME, il faut favoriser soit la co-traitance, soit la sous-traitance. Mais il faut que ça se fasse dans de bonnes conditions. Vous savez, on a la fédé, la CPME, tout ça qui regarde. La CPME est à notre conseil d'administration et donc c'est des entreprises qui sont très, très attentives. C'est des fédérations, c'est des représentants des filières qui sont très, très attentives au fait que la sous-traitance soit bien opérée sur les contrats de l'UGAP. Je reprends, quelques points Oui. pour être sûre que ce soit bien compris. Donc ça veut dire que moi, je suis une PME, en région. Imaginons, je suis une petite agence, de dev, à Marseille, disons, Hein? par exemple. Heu, j'ai réussi, à rentrer en relation, parce que je les ai croisés, avec la mairie d'Aubagne, on va dire. Et la mairie d'Aubagne, souhaiterait travailler avec moi, mais ils ont pas, le temps ou les moyens, matériels, en fait, de pouvoir sortir le marché qui va bien. Donc là, la mairie d'Aubagne me dit: «Bah, c'est pas grave, écoute, regarde, il y a un marché UGAP Ouais, à travers lequel, tu pourrais nous commercialiser tes prestations. Rapproche-toi de l'entreprise». Et donc là, en général, la mairie s'arrête là, puisqu'ils ne oui. connaissent pas le titulaire du marché. Non, non, clairement, clairement. Et donc là, c'est à l'entreprise, d'aller voir le titulaire, de lui expliquer qu'ils arrivent avec du chiffre d'affaires. Donc déjà, il faut trouver la bonne personne, expliquer qu'on Ouais, arrive avec du chiffre d'affaires, mettre en place les relations commerciales. Moi, mon conseil, là, pour le coup, pour avoir vu pas mal de fois ce cas se reproduire, c'est que une PME qui veut travailler avec des acteurs publics locaux, de manière directe, à savoir en utilisant un contrat, le référencement, enfin la relation commerciale, avec le titulaire d'un marché sur l'UGAP, heu, doit aussi travailler la relation commerciale avec l'entreprise qui est titulaire. bien sûr, Parce qu'en fait, le titulaire du marché, donc on va dire, l'entreprise alpha, qui travaille avec l'UGAP parce qu'elle a remporté le marché, elle est très, très, très sollicitée par beaucoup de PME bien sûr. qui veulent bosser avec elle et qui comprennent pas forcément le Mmh, fonctionnement. Déjà, premièrement, l'entreprise mmh. alpha n'apportera pas de chiffre d'affaires.
parce qu'elle ne connaît pas forcément encore le mode de fonctionnement de la PME. Voilà. Donc, on a besoin de rentrer dans une relation de confiance avant de pouvoir être apporteur-promoteur. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le niveau de marge que va facturer l'entreprise alpha à la PME va dépendre aussi du niveau de chiffre d'affaires que la PME va Exactement, apporter à l'entreprise alpha. exactement, exactement. Plus la PME contribue à l'aider à faire à valoriser sa titularisation sur le marché, en fait, plus elle va l'aider à augmenter le chiffre d'affaires du marché, bien évidemment, plus cet acteur-là sera favorisé, et il sera favorisé à travers une baisse de sa commission. Donc ça veut dire qu'une PME qui veut rentrer sur les marchés publics et qui veut profiter d'un marché UGAP, certes, elle n'a pas besoin de répondre à un marché public, mais elle a quand même une grosse charge. Premièrement, Bien d'aller sûr. identifier un partenaire commercial avec lequel elle a envie de rentrer dans une relation de long terme. On fait pas un coup, parce que si on fait un Ouais, coup tout à fait. COUP, en gros, il y a que des coups COUP en face, parce qu'en fait, on arrive dans des conditions commerciales qui sont forcément du coup. Déséquilibré. Exactement. Donc la première chose, c'est ça, c'est réfléchir à long terme, structurer une stratégie à long terme et réussir à faire embrasser le partenaire cette stratégie à long terme. Et deuxièmement, il y a un effort commercial à faire. Alors c'est peut-être pas de la réponse à un appel d'offres, mais la mairie Ouais, d'Aubagne, là en l'occurrence, c'était un truc un peu opportuniste. On se croise, on se rencontre à un événement local, on se parle, on se plaît, on a envie de travailler ensemble. Mais ça veut dire que pour pouvoir changer d'échelle, il va falloir aller voir tous les acteurs publics de son bien sûr. territoire, se faire connaître et massifier. Non, mais Donc juste pour je suis non, c'est voilà, très important et je sais que ça fait partie de votre proposition de valeur et je crois que c'est très décisif en termes d'accompagnement. Si j'ose dire, Jessica, ça vaut aussi pour la relation directe avec l'UGAP. C'est-à-dire que quand vous êtes titulaire d'un marché UGAP, c'est UGAP, ne garantit pas pour autant le chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il va falloir avoir un travail de conviction sur le terrain, d'exposition de votre proposition de valeur. Donc, c'est pas parce que vous êtes référencé à l'UGAP ou que vous êtes un sous-traitant déclaré d'un grand titulaire de nos marchés que pour autant, le job, reste pas à faire, hein. Pour le coup, il faut mouiller la chemise et être sur le mais ce que vous avez résumé est très vrai. Nos titulaires vont pratiquer des conditions commerciales quand ils font de la sous-traitance et dans certains segments, vous évoquiez la petite SSI au badge «J'adore le coin», donc c'est parfait, au pied de la Sainte-Victoire. C'est typiquement le type de sujet sur lequel nous faisons travailler beaucoup de sous-traitants. Parce que les grands, champions ESN français que sont Atos, Capgemini, ces marchés-là heu, les intéressent pas de voilà toute et façon. quand vous avez à refaire le site internet de telle ou telle, commune ou interco Comcom, bah, ils vont pas y aller, ils ont des frais de structure et cetera et ça va tellement ça va même si loin que dans nos grands marchés de conseil, que ce soit du conseil en orga, en RH, en finance ou, de la MOA, de l'intelligence de la data, nous demandons d'ailleurs, dès le démarrage du marché à nos titulaires d'embarquer des sous-traitants, hein. Il y a, une quinzaine de grands titulaires, mais derrière, c'est 400 sous-traitants qui sont dès le départ déclarés parce que soit ils sont sur une niche technologique, une expertise qui n'existe pas, soit parce qu'ils opèrent une zone géographique qui est pas forcément opérée. Donc oui, oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est dans la capacité de ces PME, qui ne peuvent pas être titulaires d'un marché UGAP à, réassurer sur des volumes d'affaires qu'ils vont avoir avec, le titulaire de notre marché, un partenariat, productif, équilibré et qui il faut rappeler quand même que de toute façon, le titulaire du marché UGAP, il va porter, le risque contractuel, y compris vis-à-vis du client final et vis-à-vis de l'UGAP, en cas de litige, en cas de mauvaise exécution de la prestation, et il est titulaire du marché. Donc ça explique ce mécanisme quand même sur lequel il y a une Il faut marge arriver avec une prélevée. Voilà. proposition de valeur. Exactement, Il faut exactement, convaincre et exactement. la mairie et le titulaire du marché. Je me permets d'interrompre l'épisode quelques instants pour vous présenter Timao, le cabinet à l'origine de la production de ce podcast. Chez Timao, on est spécialisé dans le go-to-market sur les marchés publics. Notre métier, c'est d'aider les entreprises à structurer leur présence auprès du secteur public. Concrètement, on agit sur 3 leviers. La réponse aux appels d'offres, la prospection sous les seuils et la capacité à entrer en contact et à communiquer avec justesse avec les acteurs publics. Pour ça, on s'appuie sur une méthode de travail très structurée, issue de l'analyse de centaines de marchés et d'enquêtes terrain. Notre approche, c'est de construire avec vous la recette de votre succès, puis de mettre en place les outils et les méthodes pour la faire vivre dans la durée. Si ces sujets vous parlent et que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires,
Vous trouverez un lien vers Timao dans la description de l'épisode. Allez, on reprend? Oui, là et puis les évidemment moi je rencontre beaucoup d'élus. J'étais hier à Montpellier, on a embarqué sur notre, marché multi-éditeur 3 nouvelles startups, rien qu'à travers des échanges. Mais et les élus sont soucieux aussi de faire travailler, y compris via l'UGAP, des entreprises locales et dans tout le territoire. Il y a notamment notamment sur, tout ce qui est technologie, tech, intelligence artificielle. Il y a beaucoup, beaucoup d'éditeurs de talent qui distribuent des solutions Ça bouge métiers, très vite là. technologiques. Ça va très, très vite et l'UGAP est un formidable accélérateur de business pour ces entreprises. Voilà, vous allez trop vite. Je vais juste remonter. Moi, il y a 2 points que Ah j'aimerais, oui, oui, excusez-moi. ouais. Non, mais vous excusez pas, au contraire. Il y a 2 points que je voulais, peut-être approfondir avec vous. On parlait tout à l'heure, assez rapidement, donc sur la partie, titulaire en direct, pour les PME. Donc vous nous disiez, de l'allotissement. Donc ça veut dire que je Ouais, découpe le marché de manière exactement. à le rendre plus petit pour pouvoir le rendre accessible à une PME. Deuxième outil, les systèmes d'acquisition dynamique. Ça, on pourrait en parler par ailleurs, mais en fait, Ouais, c'est des marchés qui permettent, à une PME de monter plus facilement, ouais, dessus et après, elles peuvent ou pas répondre aux besoins parce que le exactement. le dimensionnement du besoin qui sera, donné dans le cadre de ce marché, peut varier. Mais, en tout cas, ça leur donne une opportunité de pouvoir se positionner. Et alors, je crois que vous avez d'autres outils aussi pour faire monter les PME sur vos marchés, en Oui, direct et je vous repasse la main. oui, bah, évidemment, alors, il y a 2 éléments et vous insistez beaucoup là-dessus. Il y a comment on identifie, on connaît, et on accompagne les PME pour répondre aux appels d'offres de l'UGAP et puis après quand elles sont sélectionnées, comment on les accompagne? Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez, gagné un marché UGAP que vous avez gagné à l'euro-million, hein? Mmh. Alors en amont, évidemment, ce qui est hyper important, c'est le sourcing. Le métier, la valeur d'un acheteur public aujourd'hui, c'est évidemment de maîtriser le code de la commande publique pour éviter de finir en prison, mais c'est surtout connaître les opérateurs économiques, les innovations technologiques, les nouveaux procédés industriels qui vont nourrir l'offre de l'UGAP à 2, 3 ans. C'est souvent très en amont le sourcing. Donc évidemment, on est très présent à l'UGAP, dans les salons professionnels, dans les différents événements. On est présent au quotidien, dans les relations avec les organismes consulaires aussi, avec, les représentations de la French Tech locale, avec, Pacte PME avec lequel on a un partenariat et on fait des événements locaux, des rencontres qui nous permettent des speed dating, j'appelle ça des speed dating, qui permettent à une entreprise de venir pitcher ce qu'elle fait, comment elle le fait, les convictions que porte, l'entreprise, son empreinte économique, son empreinte environnementale, évidemment, vous savez que l'achat, il est aujourd'hui responsable. Donc ça, on le fait en amont et ça va nourrir notre réflexion pour dire: «Ben voilà, le marché de mobilier, recyclable, je peux le lotir comme ça. Je sais que tel ou tel opérateur, est solide», parce qu'évidemment la solidité Oui, il y a des cette entreprises qui question-là, vont bien répondre sûr. à l'UGA. Je rêverais de c'est nous après on a une obligation de résultat aussi. Ouais. Donc il faut qu'on ait des entreprises qui ont un certain nombre de fondamentaux de gestion. Alors c'est là où c'est difficile parce que il faut que l'UGAP soit un accélérateur de développement, ça permet de scaler les entreprises, mais il faut aussi quand même prendre en amont des entreprises qui ont la capacité d'absorber cette montée en À charge. absorber le choc. Voilà, donc mais bon, globalement, on y arrive. Donc, en amont, sourcing, bon, on a encore des choses à faire, voilà, moi, je pense que, on fait des webinaires, très, très régulièrement auprès des entreprises, pour leur montrer nos intentions d'achat. Faut qu'on soit beaucoup plus présent sur ce qu'on appelle le sourcing inversé. Plutôt que d'attendre que les entreprises viennent nous parler, c'est de parler plus régulièrement à l'écosystème pour leur dire: «Voilà, à 18 mois, on va lancer telle ou telle procédure» et ensuite en aval, une fois que l'entreprise est sélectionnée, on a plusieurs programmes d'accompagnement. Un programme qu'on appelle Croissance PME, avec des experts, chez nous qui vont expliquer, déjà comment fonctionne l'UGAP, comment fonctionne la commande publique, comment générer du business, avec, Bah, c'est un accélérateur, en voilà, fait. un support contractuel et puis avec des messages on se l'est dit plusieurs fois à l'occasion de cet échange, c'est évidemment, c'est pas parce que vous êtes référencé à l'UGAP que pour autant le business va arriver. Il faut faire ce travail de terrain et puis il faut
c'est moi, c'est mon obsession comme directeur commercial à l'UGAP. J'ai, sur le terrain, 800 commerciaux, hein, qui sont les ambassadeurs de nos titulaires. Donc, les entreprises, titulaires de nos marchés, notamment les PME, elles doivent s'appuyer aussi sur nos propres forces commerciales, sur, nos forces commerciales, nos équipes de marketing aussi, notre site internet, on fait des emailing. Voilà, on a tout un ensemble d'outils, de leviers, qui permettent de faire cette accélération. Voilà, globalement, donc en amont, c'est vraiment, sans doute, comme on le fait aujourd'hui, et je vous en remercie, bien préciser comment fonctionne l'UGAP, ce que c'est que la commande publique, comment on y répond, dans quelles conditions, et quand on n'est pas titulaire d'un marché, quelles sont les stratégies qu'on peut adapter pour travailler de manière différente. Et puis en aval, après, quand vous êtes titulaire d'un marché ou référencé à l'UGAP, c'est pareil. Excusez-moi, j'ai un peu l'esprit d'escalier. Le marché multi-éditeur de l'UGAP, c'est un titulaire, un distributeur, mais derrière, c'est 3 400 éditeurs. Des petits, des gros. Alors, il y a les gros américains, VMware, etc. Ils n'ont pas besoin de nous. Et puis, il y a la petite start-up, hier j'en ai rencontré à Montpellier, qui se fait référencer à l'UGAP via le marché distributeur. Mais après, nous, on va animer, on va faire des webinaires, on va faire des emailing, pour les aider à dégager du business. Parce que sinon, si tout le monde... Ah, ils ont du mal à... Ouais, bah, c'est exactement ça. Moi, je rencontre, je vais vous dire, la semaine dernière, j'ai rencontré une start-up qui vient me voir, ouais, le marché public, ça m'intéresse et tout. Donc, c'est un éditeur de logiciels. Donc, je dis, bah, attends, déjà, la première chose à faire, c'est est-ce qu'on pourrait pas regarder si tu peux pas monter sur les marchés éditeurs des grandes centrales? Ah oui, oui, ça peut être intéressant. Je sais pas trop ce que c'est qu'une centrale d'achat. Et je me rends compte qu'en fait, ils sont déjà référencés à l'UGAP. Ouais, mais j'en Et ai ils plein sont comme ça. même pas au courant. Là, là, Et j'ai j'ai trouvé ça incroyable. Ils ont fait en fait, et je pense que c'est les dispositifs French Tech, Pacte PME qui ouais, doivent aider les éditeurs à monter, mais sauf qu'en fait, ils ne savent pas ce qu'ils font et ils ne savent pas ouais, quel est l'outil qu'ils ont dans les mains. Il tout y a à un vrai fait. sujet là-dessus. Tout à fait. C'est un environnement très évolutif, et cetera. Il y a beaucoup d'initiatives, mais elles sont pas toujours très bien coordonnées. Et moi, j'ai deux cas de figure. J'ai parfois, un des grands accélérateurs de référencement sur notre multi-éditeur, c'est la start-up, l'éditeur qui va rencontrer le client, et le client dit: «Moi, je veux votre produit, mais j'ai pas de marché». Donc là, moi, j'ai tous les jours, hein, très honnêtement, et je le fais avec plaisir, des éditeurs qui me contactent sur LinkedIn, par mail, quand ils trouvent mon mail comme vous, Mmh. et qui me disent: «Bah, voilà, comment je peux être référencé?» Et très honnêtement, on a quelques contrôles qualité, notamment sur la solidité financière de l'entreprise, mais c'est des référencements qui, en 3 semaines, peuvent être opérés. Voilà. Après, une fois que vous êtes référencé, effectivement, bah, comment je me fais connaître? Voilà, le fait d'être référencé à l'UGAP n'exonère pas, mais on se l'est dit plusieurs fois, l'entreprise de faire ce De faire travail de l'effort terrain. commercial. Alors après, sur le multi-éditeur, on a un magnifique, site internet, avec, un catalogue complet, la fiche de présentation de l'éditeur. On va parler un peu évolution technologique, mais on va beaucoup travailler là au cours des prochaines semaines sur les sujets de souveraineté, hein, Mmh. numérique. Et puis, notre partenariat avec la French Tech, on participe aux travaux du ministère de l'économie sur les comités stratégiques de filière. Aujourd'hui, sur les 3 400 éditeurs référencés dans notre, solution, il y en a près de 800 qui sont des startups françaises. Voilà, donc ça marche très bien, ça marche très bien. C'est un vrai, c'est un vrai gisement. OK, non, mais super intéressant. Alors juste pour revenir sur un élément que vous avez soulevé et Oui, qu'il est intéressant de savoir, pour nos amis, PME, ETI, sur le site de l'UGAP, il y a la programmation des oui, futurs marchés. bien sûr, bien Donc sûr. ça, c'est une mine d'informations. Donc ça veut dire que si vous réfléchissez à vous lancer de manière, sérieuse sur les Ouais, marchés publics et que vous vous demandez si, centrale d'achat, c'est pour vous, tout est écrit sur le site de l'UGAP. Donc tous les marchés que vous allez lancer. oui, et il faut anticiper. Je vous le Voilà. dis parce que, heu heu, il faut se faire connaître. On se l'est dit tout à l'heure, j'ai 100 acheteurs. Nous avons 100 acheteurs. Il est impossible matériellement pour eux de connaître tous les acteurs économiques intéressants, industriels, sociétés de services, sociétés technologiques qui peuvent intervenir sur le marché. C'est impossible. Donc il faut se faire connaître, et se faire connaître, c'est très en amont de l'appel d'offres, participer aux réunions de sourcing,
solliciter une rencontre avec nos acheteurs pour, ça veut pas dire que vous allez gagner le marché, Non, j'insiste, tout à fait. vraiment, mais c'est quand même beaucoup plus facile de bien acheter quand on sait ce qui est disponible, ce qui est nouveau, ce qui est, disruptif, ce qui est, à contenu environnemental, un nouveau procédé industriel, ce qui est français aussi, hein, même si je devrais pas le dire parce que code de la commande Ouais. publique, mais évidemment. Mais oui, mais Poussons, oui, mais nous si. mais nous pou hey, on est là pour se parler franchement, nous faisons en sorte d'intégrer le maximum de références françaises. Donc il faut se faire connaître. Donc comme vous l'avez dit, notre programme d'appel d'offres est disponible sur ugap.fr, à 3 ans, donc on sait, comment se positionner. Et c'est pas simple, évidemment, je comprends que c'est pas simple pour une PME. Les grands acteurs, Stellantis, SCC, Lenovo connaissent ça par cœur. Pour une PME, mais vous savez, on a je l'ai pas dit, mais on a des business. Quand vous faites du mobilier, par exemple, on a plein de PME qui font du mobilier en France. Mmh. Ouais. Et ben, elles connaissent très, très bien les marchés de métier aussi. C'était la centrale d'achat de l'immobilier. Quand on fait des véhicules, le véhicule Stellantis, classique, c'est une grande entreprise. Mais par contre, le véhicule carrossé pour les pompiers, c'est des entreprises Oui, là, françaises, ETI, PME qui travaillent, ils nous connaissent très bien. Donc il faut se faire connaître. Il faut se faire connaître aussi, on l'a dit, quand vous faites de la tech, ou vous faites des EPI, par exemple, on a des marchés de distribution pour les EPI. Il faut se rapprocher de nos distributeurs pour voir comment, les références que vous commercialisez peuvent alors, être intégrées. C'est pas simple, on en a déjà et parlé tous justement, les 2. ouais, là-dessus, C'est pas voilà, j'ai simple, hein. juste un point. Ouais, c'est ça. C'est comment on identifie, le contact chez le titulaire. Parce que ça, Ouais, ouais, c'est pas toujours très simple, c'est des grandes entreprises, hein, les France il y a beaucoup Sécurité, de les monde, donc c'est Orapi et cetera. Heu, beh, nous jouons là-dessus aussi les facilitateurs très régulièrement. C'est-à-dire que, je suis très régulièrement, mais mes collègues aussi, sollicités par, telle ou telle entreprise, qui ne peut pas être sur un marché UGAP parce qu'il est déjà, en a déjà un titulaire, mais dont la gamme de valeurs peut, venir un peu compléter ce qu'on fait. Eh bien, si vous n'arrivez pas à identifier la bonne interlocuteur, nous évidemment on les connaît les bons interlocuteurs au plus haut niveau, eh ben, je peux faire ce matching-là sans garantie de résultat, je le non. répète, vraiment Oui, pour oui, le vous coup, n'avez pas, de on n'est pas pouvoir de levier, en on fait. n'est pas des magiciens, mais par contre jouer ce rôle d'intermédiaire et puis quand c'est l'UGAP qui fait ce rôle d'intermédiaire, ça pèse un peu dans le game comme dirait mon fils. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Non, mais je revenais là-dessus parce qu'en fait, j'ai quelques fois eu des PME qui sont venues me voir, en plus assez innovantes, hein, avec des propositions de valeur qui étaient vraiment très spécifiques, pour travailler avec, la gendarmerie. Et comme la gendarmerie, elle est sous contrat UGAP de Hein? manière, exclusive, ils Oh, peuvent pas. Alors, non, mais c'est un vrai sujet. Et en fait, oui, ces PME-là avaient un mal de chien à remonter sur le titulaire, qui en fait est censé être leur interlocuteur ou bien leur sûr. porteur, enfin je sais pas comment on peut dire, mais et à se faire vraiment référencer. Et on annonçait des délais de 2 ans pratiquement pour réussir à se faire référencer là-dessus. Ouais, 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 bah, je Mm. connais pas le cas spécifique, Ouais, mais enfin, je veux pas, mais oui, oui, enfin, l'UGAP n'a pas de monopole, hein, y c'est compris, ça. je veux dire, et il y a pas de effectivement, quand la gendarmerie, les grands ministères travaillent de manière préférentielle avec l'UGAP quand on a un contrat, ces clients conservent De toujours passer la par ailleurs, ok. possibilité mais d'avoir leur propre appel d'offres, mais ce qui est peut-être un frein, hein. Les gendarmes, ils ont pas Oui, toujours le temps de lancer des appels d'offres. Il y a quand même, quand c'est des choses un peu technologiques, il y a quand même les marchés innovants, les achats innovants, vous savez, avec des seuils, mm. très élevés qui dispensent quand Non, même là le c'était du le hardware, client. donc Ouais, ça monte donc très vite. En fait, là, il y a un non, non, problème de mais procédure bon, voilà, moi, ce que je complexe en fait. peux bah, pour les gens qui nous écoutent, et on le fait tous les 2 régulièrement, vous me contactez, vous contactez quelqu'un de l'UGAP si vous trouvez pas un petit mail. Vous savez qu'on a des agences régionales, avec les coordonnées sur notre site. C'est parfois plus facile quand vous êtes d'aller voir nos collègues d'Aix et eux aussi sont en état d'esprit là. On adore être chez notre client, on adore aussi discuter avec les entrepreneurs locaux et donc ça fait partie aussi de notre métier de jouer ce rôle-là de mise en relation. C'est dans votre mission.
Donc faut y aller, C'est quoi. puis et puis c'est ça qui nous anime aussi. Moi, j'adore, aller rencontrer, une PME qui fait, de l'éclairage public solaire, du mobilier Ouais, c'est recyclé à trop partir intéressant. de voilà et puis Je comprends. c'est des Ah ouais, entrepreneurs c'est super. passionnés, qui font, bosser les gens locaux, qui ont un vrai impact et si on peut les accompagner, on les accompagne. Mais alors du coup, merci parce que je trouve qu'on a fait un très bon tour d'horizon de comment est-ce qu'une PME peut tirer parti en fait d'une relation avec l'UGAP, quel modèle et du coup qu'est-ce que ça implique derrière pour elle. Et donc là, moi, de moi, à mon sens, ça lève quand même pas mal de questions qui pouvaient être posées. Donc merci beaucoup pour cet effort de Ah, clarification. je vous en prie, c'est un plaisir. Ouais, non, je le sens. Par contre, là, maintenant, j'aimerais bien qu'on passe sur la partie plus innovation. Ouais, Vous avez commencé à évoquer le sujet. hein, Là, en ce moment, on a une rupture technologique. Enfin, ouais, on passe du marche à pied ou char à cheval à la voiture en 6 mois. Enfin, en gros, là, sur ouais, tout ce qui est intelligence artificielle et ce que ça permet de faire, en fait, ça donne un rythme d'innovation technologique qui est absolument aberrant. Enfin, c'est très dur ouais. à suivre. Euh, Comment est-ce que vous faites pour accompagner ce mouvement, sachant que je pense, enfin, j'ai lu que plus de 40% de votre activité est liée à l'IT et au numérique, donc Ouais, touché en premier lieu ouais, par tous clairement ces sujets, quoi. et dans ces 40 ce qui est à dire, plus de 2,5 milliards d'activités, une grosse partie est liée au software, Ouais. aux solutions éditeurs. Ça, c'est un vrai enjeu, hein. Évidemment, si le code de la commande publique devait évoluer en fonction des ruptures technologiques, tous les acheteurs publics seraient en PLS, hein, clairement, c'est très compliqué. Bah, J'aime bien l'image. J'ai vu plein de gens comme ça. il y a plusieurs, il y a plusieurs leviers. Le premier, même si, on sent qu'il est pas toujours facile à mobiliser, c'est les achats innovants, hein, avec un seuil qui est relevé, qui dispense et nous on le pratique, on fait à peu près, de mémoire l'année dernière, c'est entre 160 et 180 millions d'achats innovants, dont une grande partie sur la tech. Ça veut dire quoi? Vous Ça veut faites dire des qu'on achats à 100 000 euros? ah oui, 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 pour ça nous permet de lancer des marchés très, très rapidement. Ça, c'est le premier élément, mais c'est plus et vous avez raison, c'est quand même plus un Non, mais c'est un travail dispositif de fourmi. mmh, Enfin, c'est mais on a une petite équipe innovation qui est là pour voir le truc qui va cartonner dans 2 ans et donc la tech, mais il y en a aussi sur le médical, il y en a pas mal. Mais évidemment le dispositif, le décret sur les achats innovants vaut beaucoup pour le client qui a trouvé à côté de chez lui l'entreprise qui va bien. Il veut tester, il veut faire un POC, il le fait comme ça. Ensuite, le 2e, vecteur pour nous, le deuxième vecteur, bah, c'est notre marché multi-éditeur. On en a beaucoup parlé, on le renouvelle, l'année prochaine. On va changer 2-3 trucs. Ce marché multi-éditeur, eh bien, il nous permet de référencer alors on appelle ça un référencement à la volée. Ça ne veut pas dire qu'on le fait n'importe comment, mais d'enrichir le catalogue, très, très régulièrement. Aujourd'hui, c'est plus de 200 éditeurs, référencés sur ce catalogue. Alors vous le disiez tout à l'heure, parfois, référencés, mais ils savent même pas ou parfois ils oui, sont référencés, mais ils ont pas de j'ai business. oublié. Voilà, ou ils ont oublié ou alors, vous avez eu un changement, le directeur commercial est parti. Mais en tout cas, c'était comme ça on implémente de l'innovation, technologique, les ruptures technologiques aujourd'hui, dans nos marchés de soft. On le fait grâce à ce référencement, ce qui suppose effectivement d'avoir ce sourcing. C'est pour ça qu'on participe à toutes les forums de l'achat public, à tous les on n'est pas partout, mais à toutes les réunions, les manifestations qui sont organisées par les consulaires dans les territoires, par PAC PME, qu'on est partenaire French Tech. Le C'est consulaire, comme c'est ç CCI et Chambre de Ouais, métier et de exactement, l'artisanat pardon. pour ceux qui... C'est essentiellement les CCI. Donc c'est comme ça qu'on travaille et après le hard, Mmh. puisqu'on parlait de tech, l'innovation peut aussi être sur, les machines, la puissance et Ouais, cetera, les complètement. infras. Là, je pense Et qu'on a bien des robots qui vont arriver dans quelques années. Enfin, ça va aller exactement. vite, là. Alors comment on fonctionne? Sur nos grands marchés, on a évidemment, une première liste de référence avec un BPU, bordereau, unitaire de Ouais. prix, BP, bordereau de prix unitaire et ensuite on a la possibilité aussi dans nos marchés de mettre des référencements libres.
ce qui permet aux offreurs de compléter, heu, en cours d'exécution du marché, la gamme, avec, une nouvelle machine, un nouveau produit, un nouveau service. Donc c'est le référencement libre qui permet comme ça de rester à peu près Chez aligné, ça? J'ai sur les marchés de PC, sur les marchés d'accord. de réseau, sur les marchés de télécom. C'est comme ça qu'on fonctionne. Voilà. On OK. a un dernier marché, qui est important, hein. Je le vendais hier à Montpellier, auprès de 60 clients, c'est les territoires de demain. C'est un marché de smart cities, c'est pareil. C'est un marché qui est organisé autour de 60 cas d'usage. Mobilité intelligente, transition environnementale. L'idée est de dire à une collectivité territoriale: «Vous voulez améliorer la mobilité dans votre territoire en utilisant la data, les capteurs et cetera. On vous propose quelque chose». Et beh, ce marché-là, pour rester, en liaison avec l'innovation, on a 60 cas d'usage, mais chaque année, on rajoute des cas d'usage parce qu'on a identifié une start-up qui a, juste pour vous donner, un exemple Mmh. concret sans trop se disperser, une start-up est venue nous voir, elle avait installé des capteurs pour, faire l'audit des voies ferroviaires. Voilà, vous mettez sur une petite locomotive des capteurs et ça permet d'auditer, la stabilité, le ballast et cetera des voies ferroviaires. D'usage, on l'avait pour les routes, mais pas pour les voies ferroviaires. Et bien le marché territoire de demain nous a permis de référencer cette société pour pouvoir faire de l'audit de voies ferroviaires pour la SNCF notamment. Donc voilà, il y a beaucoup, on a les entreprises et les entrepreneurs qui nous suivent, on sent tout le sentiment que le code des marchés publics est extrêmement rigide. Toute la créativité des acheteurs publics et ceux de l'UGAP sont particulièrement bons sur le sujet, c'est d'exploiter tout le champ des possibles que laisse le code de la commande publique. Et il y a beaucoup de latitude quand même, on peut pas faire n'importe quoi, mais il y a beaucoup de latitude dans le lotissement technique, dans, le référencement, dans la capacité de permettre du référencement complémentaire ou du référencement libre, qui permet d'embarquer de l'innovation et évidemment sur, tout ce qui est IT. Votre marché, de 2022, si vous le bougez pas en 2026, il est mort, hein. Il est plus du tout adapté. Ah oui, oui, complètement. Ouais, parce que là, 4 ans, en fait, ça marchait bien en 2020 et là, on est dans un rythme Oui, effréné, quoi. Non, non, mais l'IA en 2020 dans notre catalogue multi-éditeur, il y avait très peu de solutions avec de l'IA. Aujourd'hui, la plupart des s'il y a solutions pas de métiers l'IA, c'est qu'il y a un problème. embarquent de l'IA. Voilà, notre grand enjeu aujourd'hui, pour être très franc avec vous et pour revenir sur notre actualité, c'est les enjeux de souveraineté numérique. Ouais, complètement. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut référencer des startups françaises. Ça, c'est de la souveraineté économique. Encore faut-il que ces Start-up startups, française soit en vraiment termes souveraine. en termes de mode d'hébergement et cetera, Exactement, ouais. voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein? Ah, Voilà. mais on a travaillé sur le sujet avec Pierre Angelberg, Ouais, qui connaît très bien ces sujets-là et qui bosse dessus à fond. Donc, oui, oui, oui. Ouais, en gros, pour reprendre un peu vos mots, hein, ça veut dire que la donnée, elle doit transiter uniquement à ouais, travers des systèmes qui sont européens, pas français, mais européens, qui relèvent du droit européen. Parce qu'en fait, à l'extérieur, dehors, s'il y a un dehors maintenant, il y a certains pays qui ont mis en place et ont les moyens de les appliquer, ce qu'on appelle des lois extraterritoriales, c'est-à-dire exactement, que ils peuvent avoir un pouvoir d'action au-delà de leurs frontières. Et donc une donnée, même qui serait hébergée en France, mais qui transiterait à travers un logiciel US, par exemple, exactement. euh, si demain nos amis là décidaient que cette information avait de la valeur pour eux, ils peuvent très bien mettre la main dessus, dans des conditions qui sont pas encore bien claires, mais en tout cas, ils peuvent mettre la main dessus. Et donc, souverain, c'est ça. C'est s'assurer que notre donnée reste notre propriété. Ça peut aller plus loin que ça. Ils peuvent effectivement rapatrier des données, pourtant des données d'organismes publics. Et quand vous travaillez au ministère de la Défense, dans un hôpital, c'est quand même des données sensibles. Ça a énormément Ils, pe- d'importance, ouais. ils peuvent aussi obliger Mmh. l'opérateur d'interrompre le service. Et là, ça impacte la continuité des missions de l'action publique, la continuité du Mmh. service public, hein. Bah, c'est Donc la Cour c'est pénale internationale, je crois il y exactement, a 2 ans, qui a été c'est ça. empêchée, enfin Microsoft a été obligé d'interrompre Ouais. le service parce que, les États-Unis voulaient, faire pencher les décisions dans un sens, qui n'était pas celui de la Cour pénale.
Donc ça, très clairement, aujourd'hui, c'est le grand enjeu des acheteurs publics. Alors, au premier rang, l'UGAP, mais tous, on n'a pas parlé, vous avez été très gentil de parler de l'UGAP, mais il y a d'autres centrales d'achat, hein. Oui. Bah là, Et c'est je, vous, moi, hein, je vous ai vous en face de moi, je mais parle à vous. je le dis, comme notre sujet, c'est quand même les PME, voilà. Et je sors de mon rôle corporate UGAP. L'UGAP ne sature pas le paysage des commandes d'achat et il y a d'autres centrales d'achat qui font très bien leur métier aussi, je le dis. Voilà, parce que avant d'être directeur commercial Tout à d'UGAP, fait. je suis un fonctionnaire et donc il y a d'autres centrales d'achat qui peuvent aussi constituer une alternative en cas de non-référencement à l'UGAP. Mais c'est quand même beaucoup mieux chez nous, je vous le confirme. Non, mais de toute façon, on est à Vous les travers le connaissez par cœur, podcast. vous. Ouais, on est en train d'essayer justement de donner la parole un peu à tout le monde pour que en fait, l'idée, hein, c'est vraiment que les PME puissent demain choisir, optimiser. Et en fait, tout ça, c'est une question de positionnement. Hein. C'est qu'est-ce qui est le mieux pour moi à un moment donné en fonction de ma stratégie. Quoi. Bon, super intéressant. Donc ça veut dire qu'en fait, vous arrivez à mettre pas mal de flexibilité et du coup à accueillir une innovation, mais une innovation qui est en quelque sorte dérisquée sur la partie capacité à scale en fait. Donc, Oui. voilà, capacité à monter, enfin, à accueillir une montée en charge importante parce que, encore une fois, quand on arrive à bénéficier d'un référencement UGAP, si on s'y prend bien derrière, ça peut avoir des impacts hyper positifs sur le chiffre d'affaires, mais encore faut-il être capable Non, non, de non, suivre la charge, quoi. Voilà. mais on se l'est dit à plusieurs reprises. Il faut comprendre que il faut avoir la bonne stratégie dans un écosystème pour une PME, choisir le bon vecteur d'approche de l'UGAP et de collaboration. Et une fois que vous avez mis en place cette collaboration, il faut la faire vivre. Il faut la faire vivre avec les partenaires économiques, il faut la faire vivre sur le terrain auprès des clients publics. C'est pas une recette magique, hein. Il n'y a pas de recette magique. Ça dépend des business, ça dépend des territoires, ça dépend de votre filière. Mais il y a de la place. Honnêtement, il y a de la place. C'est ça, hein, en question de fin, c'est la question que je voulais vous poser, c'était en synthèse, quels sont les trois ou quatre ou cinq d'ailleurs, hein, ça dépend de mais points principaux que doit retenir une PME ETI à la suite de cet épisode-là, quoi. Comment est-ce qu'elle peut tirer le meilleur parti euh, d'une relation avec l'UGAP, qu'elle soit en direct ou indirecte? Premier élément, restez très attentif aux évolutions de marché et à l'actualité de l'UGAP. Vous l'avez dit, notre site internet, des rencontres dans les territoires. On va faire de plus en plus de sourcing inversé au niveau national. Bien bien, nous suivre sur les réseaux sociaux, suivre notre site internet, suivre notre actualité. Quand vous êtes sur un secteur particulier, identifiez les acheteurs concernés à l'UGAP, essayez de rentrer en contact avec eux, même s'il y a pas de procédure en cours, même s'il y a pas de Mm. marché, et c'est important d'être présent et d'être connu et d'être identifié. Ça, c'est la Oui, première surtout si porte vous en avez une avant. cible Voilà. innovante. Voilà, exactement. Ouais, clairement, clairement. Deuxième élément, je passe on a un partenariat avec l'UGAP qui soit direct, via un référencement ou qui via le Oui, bénéfice d'un marché, soit de manière indirecte. Eh bien là, c'est faire le job, euh, très 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 correct, faire le job à fond. Faire le job à fond, c'est bien réfléchir à la façon dont on peut se positionner, profiter des synergies, notamment commerciales de l'UGAP. Si vous êtes une PME aixoise, allez voir nos collègues de Aix. Si vous êtes à Lille, allez voir nos collègues de Lille ou Amiens. Il y a 30 implantations régionales à l'UGAP et c'est des gens qui vous écouteront. Et puis le dernier élément, c'est le marché public n'est qu'un vecteur. Ce qui importe à la fin, c'est que vous fassiez le job dans les territoires. Et donc, c'est là où tout est décisif. C'est le dernier kilomètre, c'est le money time. Je peux convaincre un DGS, un élu, que ce que je propose est utile pour son territoire. Et après, les modalités, on peut les trouver. Mais c'est ça, le référencement dans une centrale d'achat, que ce soit l'UGAP ou chez nos confrères, c'est un premier pas, mais il n'est pas suffisant. C'est une condition non suffisante. oui, Il faut être ouais, sur le ouais. terrain. Donc, en amont, se faire connaître, réfléchir à la stratégie, si parce que évidemment, vous l'aurez compris, nous ne pouvons pas référencer toutes les PME de France, mais il y a quand même des points de passage, pour pouvoir collaborer et de bénéficier du positionnement UGAP et après en aval, faire le job sur le terrain, quoi. Voilà, c'est et puis j'en rajouterai une C'est clair. quatrième, et
c'est pas simple les marchés publics, vous l'avez dit, il faut avoir une stratégie pour les adresser. Votre société, mais il y en a d'autres, peuvent aider aussi, des opérateurs économiques qui sont pas acculturés à la commande Vous êtes publique. trop fort, vous nous Non, faites non, le mais non, 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 mais si demain je suis entrepreneur, alors bon, je connais un petit peu les marchés publics, mais bah, je me dirais, je vais adresser il y a beaucoup se cassent les dents sur les marchés publics, hein. Ça peut être déceptif. Quand vous répondez à des appels d'offres, il y a une façon de répondre aux appels d'offres. Il y a une façon de se faire connaître avant l'appel d'offres quand même. Et ça, c'est des gens comme des structures comme les vôtres, il y en a d'autres, font cette acculturation, fait cet accompagnement, font cette aide à la préparation aux réponses d'appels d'offres. Donc voilà, évidemment la commande publique pour les PME en France est un enjeu totalement décisif pour celles qui travaillent dans le B2B, etc. C'est quand même hyper important. Le poids de la puissance publique en France est beaucoup plus important que au UK, aux États-Unis. Donc il faut quand même travailler avec la commande publique. C'est pas toujours très simple. L'UGAP est un facilitateur. Et puis, il faut se préparer en amont, réfléchir sa stratégie, comment je le fais, comment je réponds, à qui je réponds, comment je fais de la veille stratégique sur les marchés, comment je m'interroge sur le fait de est-ce que ça vaut le coup de répondre à ce marché ou pas à se répondre. Voilà, il y a plein de questions à se poser et des gens comme vous, les Jessica ou comme d'autres peuvent vous aider aussi à le faire. ouais, non mais, en fait, je pense que le message clé, c'est ça, c'est y aller de manière opportuniste pour faire un coup. En général, c'est déceptif. S'organiser et structurer une vraie stratégie, une vraie proposition de valeur, une offre, et y aller de manière, dédiée, en fait, là, on construit. En fait, il faut partir du principe qu'on est là pour construire une relation long terme et pas pour aller, choper quelques dollars, enfin quelques euros, quelques Ouais, ouais, dollars. Enfin, vous voyez, j'ai cette image-là en tête non, un non, non, peu, mais c'est faire je suis rentrer du assez, business, mais sans vraiment, avoir aligné un peu tous non. les éléments de valeur derrière. Là, pour le coup, ça c'est, quelque chose que je retire de près de 30 ans d'engagement dans la fonction publique. Je réponds à un appel d'offres, je paye pour voir, ça marche pas. Ça Ouais, marche c'est pas. ça. Voilà, ça marche pas, il y a une vraie stratégie, de communication, d'influence, d'exposition de la proposition de valeur et après comment je réponds à l'appel d'offres? Qu'est-ce que je mets dans l'appel d'offres? Et puis ensuite, ce travail, comme vous le dites, de structuration d'un partenariat de confiance dans la durée, c'est totalement décisif. Voilà, Merci. Merci beaucoup en merci tout à cas vous, c'était un plaisir. pour Voilà, tous on y ces est arrivé. apprentissages. Ouais, Merci j'adore. beaucoup.